Par la nuit la plus froide de décembre, devant 200 invités, le duc de Rexford leva son verre, et il prononça les mots qui le suivraient jusqu'à sa tombe. Mademoiselle Hartwell ne sera jamais duchesse. Elle ne sera jamais rien du tout. La salle de bal éclata de rire. Les bougies vacillèrent. Clara Hartwell se tenait seule au milieu de tout cela, le menton haut, le cœur brisé, là où personne ne pouvait le voir. Elle ne pleura pas. Elle ne s'enfuit pas. Mais quelque part dans cette foule scintillante, un homme posa doucement son verre. Il ne rit pas avec les autres. Il se contenta de la regarder, et il n'oublia jamais ce qu'il vit. Le duc pensait l'avoir détruite cette nuit-là. Il ne se doutait pas qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. La grande demeure d'Ashcombe n'avait jamais été aussi belle que ce soir de décembre. Chaque fenêtre brillait d'une lumière dorée. Les calèches s'alignaient le long de la longue allée. À l'intérieur, 200 des plus nobles familles d'Angleterre buvaient le vin du duc, et elles dansaient sous ses lustres. Personne ne savait. Le duc pouvait à peine se payer les bougies. Clara Hartwell, elle, le savait. Elle savait beaucoup de choses qu'elle n'était pas censée savoir. C'était l'étrange cadeau de l'invisibilité. Les gens parlaient librement devant une femme qu'ils ne voyaient pas. Clara avait 25 ans, des cheveux sombres, des yeux gris et calmes, et des mains qui étaient toujours occupées. Depuis 3 ans, elle vivait à Ashcombe. Elle était la dame de compagnie de la vieille duchesse douairière. C'était la grand-mère du duc, et la seule personne dans cette grande maison qui ait jamais regardé Clara avec bonté. « Tenez-vous droite, ma chère », murmura la vieille dame depuis son fauteuil près du feu, en tapotant la main de Clara. « Vous valez plus que tous réunis, et un jour, ils le sauront. » Clara sourit. « Vous dites cela à chaque bal, votre grâce. À chaque bal, j'ai raison. » Clara n'était pas une servante, mais elle n'était pas non plus une invitée. Elle vivait dans l'entre-deux, l'espace où vivaient les filles de gentilshommes pauvres, celles dont les pères mouraient sans rien leur laisser. Son père avait été un homme respecté. Il avait tout perdu à cause d'un ami qui l'avait trahi, et cette perte l'avait tué. Clara n'en parlait jamais, mais elle ne l'oubliait jamais non plus. De l'autre côté de la salle de bal, le duc de Rexford se tenait entouré d'admirateurs. Il riait de son rire fort et confiant. C'était un bel homme de 40 ans, et il portait sa fierté, comme d'autres hommes portent des manteaux. On ne le voyait jamais sans elle. Et puis, c'est arrivé. Thomas, le jeune neveu du duc, un gentil garçon de 19 ans, héritier de tout, traversa la pièce et s'inclina devant Clara. « Mademoiselle Hartwell, dit-il chaleureusement, on me dit que vous êtes la meilleure danseuse de cette maison. M'accorderiez-vous cet honneur? » Ce n'était rien. Un garçon aimable demandant une danse à une femme aimable. Clara hésita, jeta un coup d'œil à la douairière, qui hocha joyeusement la tête, et elle plaça sa main dans la sienne. Ils avaient fait 3 pas vers la piste de danse quand la voix du duc trancha la musique. « Thomas, un mot. » L'orchestre continua de jouer, mais les personnes les plus proches cessèrent de parler. Le duc s'approcha lentement, son verre de vin à la main. Il souriait comme un chat sourit à un oiseau. « Thomas, mon garçon, tu es l'avenir de cette famille. Tu danseras avec les filles de comte ce soir. » Ses yeux glissèrent vers Clara, et son sourire s'aiguisa. Pas avec la domesticité. « Mon oncle, » dit Thomas, le visage rouge. « Mademoiselle Hartwell est la dame de compagnie de grand-mère. C'est la fille d'un gentilhomme. »« C'est une erreur de gentilhomme, » dit le duc, et les gens autour d'eux rirent nerveusement. Il s'amusait maintenant. Il éleva la voix pour que la moitié de la salle puisse l'entendre, et il leva son verre comme pour porter un toast. « Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'ambition. Il y a des femmes dans ce monde qui croient que si elles se tiennent assez près de la grandeur, une partie déteindra sur elles. » Il regarda directement Clara. « Ce ne sera pas le cas. Mademoiselle Hartwell ne sera jamais duchesse. Elle ne sera jamais rien du tout. » Le rire déferla dans la salle de bal comme une vague. Clara se tenait parfaitement immobile. Elle sentit la chaleur monter à ses joues. Elle sentit 200 paires d'yeux sur elle. Elle sentit les années de petites insultes se rassembler en cette seule insulte énorme. Thomas disait quelque chose avec colère à côté d'elle. La douairière luttait pour se lever de sa chaise, son vieux visage pâle de fureur. Clara regarda le duc pendant un long et silencieux moment. « Vous avez raison sur une chose, votre grâce, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. « Je ne serai jamais duchesse. » Puis elle fit une révérence lente, gracieuse, parfaite. Et elle sortit de la salle de bal, la tête haute, tandis que le rire mourait maladroitement derrière elle. Elle parvint jusqu'au couloir froid et sombre,
avant que ses jambes ne commencent à trembler. Elle appuya son dos contre le mur, ferma les yeux et laissa échapper une longue respiration. Elle ne pleurerait pas dans cette maison. Elle se l'était promis il y a 3 ans. C'était la plus belle sortie que j'ai jamais vue, dit une voix calme. Les yeux de Clara s'ouvrirent en grand. Un homme se tenait à quelques pas, à moitié dans l'ombre. Il avait peut-être 30 ans, des yeux sombres et un visage qu'elle ne connaissait pas. Et Clara connaissait tous les visages qui venaient à Ashcombe. Il tenait un verre de vin qu'il n'avait clairement aucune envie de boire. Et il la regardait, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de bien plus inhabituel, du respect. « Vous regardiez », dit-elle. Toute la salle regardait, Mademoiselle Hartwell. Mais je soupçonne que j'étais le seul à vous regarder vous, et non lui. Il posa le verre sur une table d'appoint. Il s'est humilié ce soir. Pas vous. Donnez 10 ans à cette salle. Ils s'en souviendront exactement de cette façon. Clara l'étudia. Son anglais était parfait, mais il y avait quelque chose de légèrement étranger dans son rythme, comme une mélodie jouée dans une autre tonalité. Vous avez l'avantage sur moi, monsieur. Je ne connais pas votre nom. L'homme sourit et s'inclina avec l'aisance de quelqu'un qui s'était incliné dans des salles bien plus grandioses que celle-ci. Adler, dit-il. Stefan Adler, un voyageur et, à partir de ce soir, un admirateur du courage. De la salle de bal parvenaient des sons de musique et de rire. Le monde du duc continuait de tourner comme si rien ne s'était passé. Aucun d'eux n'aurait pu le savoir alors. Mais cette nuit-là, dans ce couloir froid, entre une femme que le monde appelait un rien, et un homme que le monde ne connaissait pas du tout, quelque chose avait discrètement commencé. Quelque chose qui, un jour, mettrait le duc de Rexford à genoux. Le lendemain du bal, Ashcombe se réveilla tard et lourdement, comme le font les grandes maisons après les grandes fêtes. Les serviteurs emportaient les fleurs fanées et les bouteilles vides. Et dans le petit salon de l'aile est, Clara Hartwell servait le thé à la duchesse douairière, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. « Vous auriez dû lui jeter la théière à la tête, » dit la vieille dame. Clara sourit. « Alors nous n'aurions plus de théière, votre grâce, et il serait toujours un imbécile. » La douairière rit jusqu'à en tousser, et Clara lui tint la main jusqu'à ce que la toux passe. Les mains de la vieille femme étaient devenues plus minces cet hiver-là. Clara l'avait remarqué. Clara remarquait tout. « Mon petit-fils porte son titre comme une couronne, » dit doucement la douairière. « Et il oublie qu'une couronne n'est que du métal. Mon mari, le vieux duc, que Dieu ait son âme, disait toujours « On peut mesurer un homme à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner. » Elle regarda Clara pendant un long moment. « À cette mesure, ma chère, vous êtes la seule aristocrate de cette maison. » Clara baissa les yeux sur sa tasse de thé. « Vous ne devez pas dire de telles choses, votre grâce. J'ai 83 ans. Je dirai tout ce qui me plaît. Ce que la douairière ne dit pas, ce qu'elle ne disait jamais. » Car Clara ne supportait pas d'en parler. C'était tout ce qu'elle savait du passé de la jeune fille. Mais le passé était là, malgré tout. Il vivait dans les petites habitudes que Clara portait comme des cicatrices. Elle ne gaspillait jamais une bougie, car elle se souvenait de l'hiver où il n'y en avait pas eu. Elle ne laissait jamais de nourriture dans son assiette, car elle se souvenait de l'année de la soupe claire. Et elle ne faisait jamais, au grand jamais, confiance à un homme qui souriait trop facilement, car son père en avait fait confiance à un, et cela lui avait tout coûté. Richard Hartwell avait été un homme bon. C'était là toute la tragédie. Un gentilhomme respecté avec une belle maison, une épouse aimée et une fille qu'il adorait. Il avait lui-même enseigné à Clara le français, l'allemand et l'italien. Il disait en riant qu'un esprit vif était la seule fortune que personne ne pouvait voler. Il se trompait sur ce point. Il y avait une façon de la voler. Quand Clara eut 17 ans, son père joignit son argent à celui d'un ami dans une grande entreprise commerciale. L'ami était charmant. L'ami était noble. L'ami jura sur son honneur. En 1 an, l'argent avait disparu. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, toutes les dettes appartenaient à Richard Hartwell. Et tous les profits appartenaient à l'ami. Les papiers avaient été signés. La loi était satisfaite. Son père vendit la maison, les chevaux, les bijoux de sa mère. Sa mère mourut au printemps suivant. Son père survécut 2 ans de plus, devenant de plus en plus gris et silencieux. Jusqu'à ce qu'un matin, il ne se réveille tout simplement pas. Le médecin aplaça son cœur. Clara savait mieux. Son père était mort d'un cœur brisé. Elle lui avait demandé une fois, vers la fin, « Père, qui était-ce? Dites-moi son nom. » Et son père, bon, naïf, honorable jusqu'au bout,
avait seulement secoué la tête. Ce nom t'empoisonnerait, ma fille. La haine est une dette qui se perçoit auprès de la mauvaise personne. Promets-moi que tu construiras, pas que tu brûleras. Elle avait promis, mais elle avait gardé ses papiers. Une petite boîte verrouillée de lettres et de documents qu'elle n'avait jamais eu le cœur de lire. Et elle transportait cette boîte de poste en poste, de maison en maison. Le dernier morceau de son père dans le monde. Elle n'aurait pas pu savoir, ce matin tranquille, tout ce qui attendait à l'intérieur. Monsieur Stefan Adler était censé rester à Ashcombe pendant 3 jours. Il resta 3 semaines. Le duc le remarqua à peine. Adler était calme, bien élevé, et surtout, semblait avoir de l'argent. Ce qui signifiait que le duc était heureux de continuer à le nourrir. Ce que le duc ne remarqua pas, c'était où allait l'attention de son invité. Stefan Adler observait la maisonnée comme un homme lit un livre. Et partout où il regardait, il trouvait la même femme. Il la voyait dans la bibliothèque à l'aube, lisant en 3 langues avant que la maison ne se réveille. Il la vit porter de la soupe sur 3 étages à une soubrette qui avait de la fièvre. Une fille si loin en dessous de la propre position de Clara que personne n'aurait jamais su ou ne s'en serait soucié si elle ne l'avait pas fait. Il la vit s'asseoir avec la douairière pendant des heures, infiniment patiente, laissant la vieille femme raconter les mêmes histoires, encore et encore, comme si elle les entendait pour la première fois. Et il vit comment la maison la traitait en retour. Les invités du duc la regardaient sans la voir. Le duc lui-même ne lui parlait que pour la critiquer. Un après-midi, Stefan la trouva dans la bibliothèque, sur une échelle, se battant avec une étagère de vieux livres. « Puis-je vous aider, mademoiselle Hartwell? Vous pouvez tenir l'échelle, monsieur Adler. Cette étagère essaie de me tuer depuis 3 ans. » Il tint l'échelle. « Vous savez, dit-il, dans mon pays, il y a un dicton. On peut voir le vrai visage d'une personne à la façon dont elle traite 3 choses. Les serviteurs, les animaux et les personnes âgées. » Clara descendit avec une brassée de livres. « Et de quel pays s'agit-il » Quelque chose vacilla dans ses yeux, rapide et vite caché. Un petit pays, très loin. Vous n'en auriez pas entendu parler. « Essayez-moi, dit Clara. On me dit que je ne serai jamais rien du tout, mais je connais ma géographie. » Il eut un vrai rire, un rire de surprise. Et pendant un instant, le voyageur prudent et observateur disparut. Et elle vit quelqu'un de plus jeune et de plus seul en dessous. « Ellenberg, dit-il enfin. « Les montagnes, dit Clara. Les mines d'argent, une très vieille famille royale et les meilleurs horlogers d'Europe. Mon père avait une horloge d'Ellenberg. » Tease, il disait que c'était la seule chose honnête qu'un homme riche lui ait jamais vendue. Stefan Adler la regarda pendant un long et étrange moment, comme si elle avait dit quelque chose de bien plus important qu'elle ne le savait. « Votre père, dit-il doucement, on dirait un homme qui valait la peine d'être connu. » Il l'était. Clara se tourna vers l'étagère pour qu'il ne voie pas son visage. Le monde n'était pas d'accord. Le monde, dit Stéphane, se trompe souvent. Je l'ai vu sous plus d'angles que la plupart des gens, mademoiselle Hartwell. Et je vous promets que le monde confond tout le temps le bruit et la valeur. Ce sont les silencieux qui tiennent tout debout. Clara ne dit rien. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle écrivit dans son vieux journal « Aujourd'hui, quelqu'un m'a vu ». Elle ne souligna rien. Elle n'était pas une femme qui soulignait les choses. Mais elle lut la phrase 2 fois avant de fermer le livre. Loin de là, dans l'aile ouest, le duc de Rexford était assis tard devant son brandy et ses livres de comptes, et ni l'un ni l'autre ne lui apportait de réconfort. Les chiffres ne mentaient pas, peu importe comment il les arrangeait. Les dettes augmentaient. Le domaine se vidait, il avait besoin d'argent, et ses yeux se tournèrent, comme il l'avait fait auparavant, vers les appartements de sa grand-mère, vers la fortune personnelle de la vieille femme, et la question de savoir où elle irait quand elle mourrait. Sûrement à la famille, sûrement à lui. À moins que quelqu'un n'ait chuchoté à l'oreille de la vieille femme pendant 3 ans. Le duc se versa un autre brandy, et le temps que le verre soit vide, il s'était convaincu de quelque chose que les hommes comme lui trouvent très facile à croire, que la petite dame de compagnie silencieuse n'était pas gentille. Elle était maligne, que sa patience était un complot, et sa douceur un piège. « Eh bien, dit-il doucement à la pièce vide, nous allons devoir faire quelque chose à propos de mademoiselle Hartwell. La tempête arriva du nord un mardi, et à la tombée de la nuit, elle possédait le monde. La neige tombait si épaisse que les écuries disparurent des fenêtres. Le vent hurlait dans les cheminées comme une chose vivante. Les routes menant au village s'effacèrent, et Ashcombe devint une île
Une grande maison froide, seule dans une mer blanche. C'était la pire nuit possible pour qu'un homme tombe malade. Stephen Adler était parti à cheval ce matin-là avant la tempête. Il était rentré tard, trempé, riant de sa propre malchance. Au dîner, il était silencieux. À 9 heures, son valet le trouva tremblant dans son fauteuil, sa peau brûlante au toucher. « Allez chercher le médecin », dit la gouvernante, puis elle s'arrêta. Car tout le monde savait qu'on ne pouvait aller chercher personne. Le village était à 8 kilomètres, à travers une neige assez profonde pour engloutir un cheval. Le duc fut informé. Le duc n'était pas concerné. « Les hommes attrapent des rhumes, dit-il, sans lever les yeux de ses cartes. Mettez-le au lit. Il l'éliminera en transpirant. » Mais à minuit, Stephen Adler n'éliminait rien du tout. Il brûlait comme une fournaise et parlait à des gens qui n'étaient pas dans la pièce. Il parlait dans une langue qu'aucun des serviteurs ne connaissait. C'est la jeune servante Betsy qui courut à la porte de Clara. Tout le monde dans cette maison courait à la porte de Clara quand les choses allaient mal. Et aucun d'eux ne se demandait jamais pourquoi. « Mademoiselle, il délire, et la cuisinière dit que la fièvre est trop haute, et personne ne sait quoi faire. » Clara attrapait déjà son châle. Elle avait soigné sa mère pendant le dernier long printemps de sa vie. Elle avait soigné son père pendant 2 hivers. La pauvreté est une école difficile, mais elle enseigne. Et Clara avait appris des choses au chevet des malades qu'aucune dame de la haute société n'apprend jamais dans un salon. Elle jeta un coup d'œil à Stéphane et commença à donner des ordres, doucement, calmement, et d'une manière qui faisait simplement obéir des serviteurs adultes 2 fois plus âgés qu'elle. Betsy, de la neige dans des bassines, autant que tu peux emporter. Cuisinière, de l'écorce de saule si nous en avons, et de l'eau mielée. Ouvrez cette fenêtre d'1 pouce, pas plus, et que quelqu'un m'apporte tous les linges propres de l'armoire à linge. Toute la nuit, Clara combattit la fièvre de la seule façon possible, patiemment, heure par heure. Des linges frais changés et encore changés, de petites gorgées d'eau entre ses lèvres gercées. Quand il frissonnait, des couvertures. Quand il brûlait, des linges refroidis par la neige sur son front et ses poignets. Vers 3 heures du matin, ses yeux s'ouvrirent, brillants, vitreux, voyant un autre endroit. « Ne le dites pas à mon père », murmura-t-il en anglais, lui serrant la main avec une force soudaine. « Il me fera rentrer à la maison. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas trouvé. »« Chut !» dit doucement Clara. « Vous êtes en sécurité. Reposez-vous. » Ses yeux trouvèrent son visage, et quelque chose en eux s'apaisa, comme un navire trouvant son port. « La courageuse, » murmura-t-il, de la salle de bal. « Celle qui n'a pas pleuré. Vous devriez dormir, monsieur Adler. »« Stéphane, » dit-il, sombrant déjà. « Mon nom est Stéphane. Quelqu'un dans ce pays devrait l'utiliser. » Et il dormit. Et Clara s'assit à côté de lui à la lueur de la bougie. Elle tenait toujours la main qui n'avait pas lâché la sienne. Et elle regarda la fièvre tomber juste avant l'aube, la sueur venant enfin, la terrible chaleur s'échappant de lui, la respiration devenant lente, profonde et sûre. Elle était toujours là quand le soleil se leva sur la neige. Il se rétablit comme le font les hommes forts, rapidement et plein d'embarras. « Je comprends, dit-il 3 jours plus tard, quand il put s'asseoir près du feu, que je vous dois la vie. Vous ne me devez rien. N'importe qui l'aurait fait, mademoiselle Hartwell. » Sa voix la fit lever les yeux. « J'ai été dans de nombreuses maisons. Je vous promets que n'importe qui ne l'aurait pas fait. N'importe qui ne l'a pas fait. Vous, vous l'avez fait. » Clara croisa les mains. « Alors nous dirons que vous me devez une petite dette, et vous pourrez la rembourser en ne chevauchant plus jamais dans une tempête de neige. » « Une petite dette, » répéta lentement Stéphane, comme si les mots l'amusaient d'une manière qu'elle ne pouvait pas voir. « Non, mademoiselle Hartwell. Je suis d'Ellenberg. Nous sommes célèbres pour 2 choses, nos horloges et notre mémoire des dettes. Nous remboursons les 2, toujours, exactement à l'heure. » Il le dit d'un ton léger, mais ses yeux n'étaient pas légers du tout. Les ennuis vinrent, comme toujours à Ashcombe, de l'aile ouest. Le duc avait remarqué. Bien sûr, il avait remarqué. Son invité, son riche invité, celui pour qui il avait des projets, demandait des nouvelles de mademoiselle Hartwell tous les jours. Il parlait d'elle au dîner, l'appelait devant tout le monde, la personne la plus compétente de cette maison. Le duc souriait à son invité et bouillait à l'intérieur. Le lendemain matin, il convoqua Clara dans son bureau. Il ne lui demanda pas de s'asseoir. « Il a été porté à mon attention, » dit-il en examinant ses bagues, « que vous avez passé la nuit dans la chambre d'un gentilhomme. » Clara devint très immobile. « J'ai soigné un homme mourant, votre grâce,
avec 3 serviteurs présents toute la nuit, à la demande de la gouvernante. Des détails, dit le duc agréablement. Le monde ne se soucie pas des détails, mademoiselle Hartwell. Le monde se soucie des histoires. Et une histoire comme celle-là pourrait ruiner une femme comme vous. Pouf, comme en soufflant une bougie. Il sourit. Heureusement pour vous, je suis un homme généreux. Je protégerai votre réputation. Et vous, en retour, vous vous souviendrez de ce que vous êtes dans cette maison. Il se pencha en avant. Vous n'êtes pas une infirmière. Vous n'êtes pas une invitée. Et vous n'êtes certainement pas ce que les manières étrangères de M. Adler vous ont laissé imaginer. À partir d'aujourd'hui, vous prendrez vos repas à la cuisine. Vous resterez dans les appartements de ma grand-mère et utiliserez l'escalier de service. Et si je vous vois ne serait-ce que parler à mon invité à nouveau, vous marcherez jusqu'au village avec votre boîte sous le bras. Neige ou pas neige, suis-je bien compris? Clara le regarda, cet homme dans sa robe de chambre en soie, dans son bureau froid, dans sa montagne de dettes secrètes. Et elle comprit quelque chose qu'elle n'avait pas entièrement compris auparavant. Il n'était pas cruel parce qu'il était fort. Il était cruel parce qu'il avait peur. Elle ne savait pas encore de quoi. Mais la peur, disait son père, est la chose la plus bruyante dans n'importe quelle pièce. « Parfaitement, votre grâce, » dit-elle. Puis elle fit une révérence et partit. Elle prit l'escalier de service pour descendre. Elle mangea ce soir-là à la cuisine, à la longue table bien récurée, et la cuisinière, sans un mot, lui donna la meilleure portion. Et Betsy s'assit tout près d'elle, comme un garde du corps. Et personne ne lui demanda d'explication. Cela aurait dû ressembler à une défaite. Étrangement, ce ne fut pas le cas. La cuisine était chaude, et la compagnie était honnête. Et Clara avait vécu assez longtemps pour savoir laquelle de ces choses était rare. Mais à l'étage, dans son bureau, le duc de Rexford se versa un autre brandy. Et il pensa à quel point cela avait été facile, comment la jeune fille avait simplement obéi. Il ne lui vint jamais à l'esprit qu'il existe un type de personne qui ploie comme une branche en hiver, silencieusement, sans se briser, et qui se souvient. Et il ne lui vint certainement jamais à l'esprit de se demander ce que ferait son invité étranger en remarquant la chaise vide au dîner. Il était sur le point de le découvrir. Stéphane Adler remarqua la chaise vide au dîner ce soir-là même. Mademoiselle Hartwell ne se joint pas à nous. La santé de ma grand-mère, dit le duc avec aisance en coupant sa viande. La vieille dame a de plus en plus besoin d'elle. Créature dévouée, vraiment, insista-t-elle. C'était un bon mensonge. Les bons mensonges se tiennent toujours à côté de la vérité. Car la santé de la douairière déclinait vraiment. Tout au long de janvier, la vieille dame rapetissa dans son grand lit. Elle dormait plus, mangeait moins, tenant la main de Clara pendant les longs après-midi blancs. Stéphane n'était pas dupe. Il essaya 2 fois de trouver Clara. 2 fois, la gouvernante, les yeux effrayés, lui dit que mademoiselle Hartwell n'était pas disponible. Il comprit alors que quelque chose avait été fait, et que sa présence ne faisait qu'empirer les choses pour elle. Puis, à la fin de janvier, une lettre arriva pour M. Adler. Clara la prit par Betsy. Un cavalier à moitié gelé, avec une lettre scellée qui fit pâlir le gentilhomme étranger. Affaire de famille, dit-il. Il devrait partir pour le continent immédiatement. Il laissa un mot pour Clara avec Betsy, la seule messagère sûre de la maison. 5 lignes d'une écriture forte et penchée. Mademoiselle Hartwell, je suis rappelé chez moi. Je ne vous insulterai pas en expliquant ce que j'ai vu dans cette maison. Vous voyez tout. Je ne demande qu'une chose. Quoi qu'il arrive, où que vous alliez, laissez un mot pour moi chez l'horloger Brent, sur Castle Street à Londres. Les gens d'Ellenberg, vous vous souvenez, remboursent toujours leurs dettes. S.A. Clara le lut 3 fois, le plia en tout petit, et le cousit dans la doublure de son manteau. Elle se dit que cela ne signifiait rien. Un homme aimable étant aimable. Mais elle le garda contre son cœur tout de même. Et avec le départ de Stephen Adler, le duc de Rexford était libre. Ce qui se passa ensuite fut planifié comme les petits hommes planifient les choses, soigneusement et dans l'ombre. Le valet du duc, un homme au visage étroit nommé Croft, le servait depuis 20 ans. Il avait appris à faire ce qu'on lui disait sans poser de questions. Le premier mardi de février, alors que Clara lisait à la douairière, Croft monta discrètement l'escalier de service jusqu'à la petite chambre de Clara sous les toits. Il resta à l'intérieur moins d'1 minute. Quand il en sortit, la broche de perles de la douairière, la fameuse, celle que la vieille reine elle-même lui avait donnée il y a 50 ans, n'était plus dans sa poche. Elle était dans le panier à couture de Clara, enfoncée sous le fil.
La découverte fut faite le lendemain matin, avec un public. Le duc y insista. La broche manquait, le bien le plus précieux de sa chère grand-mère. Et donc, à regret, à regret. Chaque pièce de la maison devait être fouillée. Il prononça le mot « à regret », comme certains hommes se lèchent les lèvres. Ils fouillèrent d'abord 3 chambres de serviteurs, pour la forme. Puis ils arrivèrent à celle de Clara. Elle se tenait sur le seuil de sa propre petite chambre, et elle regarda la gouvernante, pâle, misérable, évitant son regard, sortir la broche du panier à couture. Les perles captèrent la lumière de l'hiver. Quelqu'un allaita. Betsy fondit en larmes. « Eh bien, dit le duc de Rexford depuis le couloir. Il s'était habillé pour l'occasion. « Je n'ai jamais touché cette broche, dit Clara. Sa voix était stable, ce qui la surprit même elle. Votre grâce sait que je me couperai plutôt la main. Votre grâce, dit le duc, est une vieille femme mourante à qui on ne dira rien de tout cela. Je ne veux pas que ces derniers jours soient empoisonnés par sa propre déception. » Il se tourna vers les serviteurs rassemblés et sa voix s'enfla d'une générosité attristée. « Vous remarquerez tous que je n'envoie pas chercher le magistrat. Je pourrais. Un vol de ce genre signifie la prison ou le bateau pour l'Australie. Mais je suis conscient de l'affection déplacée de ma grand-mère pour cette femme. Donc mademoiselle Hartwell partira simplement aujourd'hui, sans certificat de bonne conduite. Sans certificat de bonne conduite, sans référence. » Chaque serviteur dans le couloir tressaillit, car chaque serviteur savait ce que ces 3 mots signifiaient pour une femme seule. Aucune maison respectable ne la prendrait. Aucune école, aucune boutique, aucune famille. Ce n'était pas de la pitié. C'était une sorte de prison plus lente. Et tout le monde le savait, y compris l'homme qui souriait dans le couloir. « Puis-je dire au revoir à sa grâce » demanda doucement Clara. « Je ne pense pas. Elle croit que vous avez été appelé auprès d'un parent malade. » Cela semblait plus gentil. Il examina ses bagues. « Vous avez 1 heure. » Clara fit ses bagages comme elle avait appris à le faire après la mort de son père. Rapidement, sans se laisser envahir par les émotions de la pièce. Une malle, la boîte de papier de son père, la Bible de sa mère, le manteau avec la lettre cousue dans la doublure. Au dernier moment, elle sortit son journal, arracha une seule page et écrivit quelques lignes. Elle plia la page et la pressa dans la main de Betsy à la porte de la cuisine. « Quand sa grâce sera assez forte, seulement alors, donnez-lui ceci. Promettez-moi, mademoiselle. » Betsy pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Mademoiselle, nous savons tous que vous n'avez jamais. Je sais que vous le savez. » Clara serra la main de la jeune fille. « Cela a plus de valeur pour moi que la broche n'en a pour lui. » La cuisinière remplit son panier de pain, de viande froide et d'un pot de miel, défiant quiconque du regard de dire un mot à ce sujet. Le vieux Harris, le palefrenier, sans demander la permission, amena la charrette. Et il la conduisit lui-même au carrefour, à travers la neige, en silence. Quand il posa sa malle, le vieil homme ôta son chapeau. « Mon père a servi le vieux duc, mademoiselle, » dit-il. « Le vrai duc. Il se retournerait dans sa tombe en voyant ce que cette maison est devenue. » Il la regarda de sous ses sourcils blancs. « Gardez la tête haute, mademoiselle, où que vous atterrissiez. » Puis la charrette disparut, et Clara Hartwell se retrouva seule au carrefour, avec une malle, 7 shillings et aucun certificat de bonne conduite. Tandis que derrière elle, dans la grande maison illuminée, le duc de Rexford s'asseyait pour dîner. Avec le bon appétit d'un homme qui a résolu un problème. Au-dessus de lui, dans le calme de sa chambre, la duchesse douairière demanda Clara 3 fois ce soir-là. 3 fois. On lui dit que la jeune fille était partie chez une tante malade. La vieille femme se rallongea sur ses oreillers et ne dit plus rien. Mais ses yeux, dans son petit visage ratatiné, étaient soudainement très vifs et très éveillés. Car elle n'avait pas survécu à 83 ans, 2 rois et une révolution en croyant les choses que les hommes lui disaient d'une voix apaisante. Quelque chose n'allait pas dans sa maison. Et elle avait l'intention, avant de mourir, de découvrir quoi. Londres en février n'est pas une ville. C'est un animal de pierre grise qui dévore les pauvres. Clara trouva une chambre dans une pension étroite près de la rivière. Un lit, une chaise, une fenêtre, qui ne fermait pas tout à fait. Et elle commença dès le lendemain matin à chercher du travail. Elle avait tout ce qu'une gouvernante ou une dame de compagnie pouvait désirer. 3 langues, une broderie fine, de la musique, des manières douces et un visage honnête. Elle avait tout, sauf la seule chose qui comptait. Un certificat de bonne conduite. « Et votre dernier poste » demandait-il dans un couloir froid après l'autre.
Dame de compagnie de la duchesse douairière de Rexford. 3 ans. 3 ans. Et votre lettre de recommandation? Je n'en ai aucune. Le duc et moi nous sommes quittés en mauvais termes. Mais si vous vouliez bien écrire à la gouvernante ou à n'importe quel serviteur de cette maison, et puis venait le regard, le terrible regard poli de conclusion. Les dames n'écrivaient pas aux serviteurs pour poser des questions sur d'autres serviteurs. Une femme qui quittait la maison d'un duc après 3 ans sans lettre. Eh bien, on pouvait imaginer. On imaginait. Imaginer était tellement plus facile que de demander. La 2e semaine, elle comprit que l'histoire l'avait précédée, comme le font de telles histoires. Une dame de Harley Street le lui dit en face, avec la satisfaction que certaines personnes tirent du malheur des autres. Vous êtes celle qui a volé la vieille duchesse, n'est-ce pas? Oh oui, ma cuisinière l'a entendu d'une fille qui connaît les cuisines de Rexford. Vous avez du culot, je vous l'accorde. Vous montrez à des portes respectables. Madame, je n'ai rien volé. La porte était déjà fermée. 7 shillings de vendre 5, 5 de vendre 3. Clara déménagea dans une chambre moins chère, puis une autre encore moins chère, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une mansarde à Lambeth, là où la glace se formait à l'intérieur de la fenêtre, et où elle portait son manteau pour dormir. La lettre de Stephen était toujours cousue dans la doublure, bien qu'elle ne se permette plus de la sortir pour la lire. Laissez un mot chez l'horloger Brandt sur Castle Street. Elle avait marché une fois dans Castle Street. Elle s'était tenue en face de la petite boutique, avec l'horloge dorée au-dessus de la porte. Et sa main avait été dans sa poche, sur la note pliée qu'elle avait écrite. Et puis elle avait fait demi-tour et s'était éloignée. Car que dirait-elle? « Cher monsieur Adler, vous me devez une dette, et je suis venu la percevoir. » Elle pouvait entendre la voix du duc. Il y a des femmes qui croient que si elles se tiennent assez près de la grandeur, une partie déteindra sur elles. Non, pas ça, jamais ça. Elle mourrait de faim la tête haute avant de mendier la tête basse. La voix de son père, plus douce, répondit d'année en année. « La fierté est un beau manteau, ma fille, mais elle ne protège pas de la pluie. »« C'est tout ce qu'il me reste, papa, » murmura-t-elle à la fenêtre gelée. « Laisse-moi le garder encore un peu. » La dernière semaine de février, il lui restait 1 shilling et 4 pence, et elle avait faim d'une manière qui cesse d'être une douleur pour devenir une sorte de calme gris. Elle faisait de la couture pour une boutique qui la payait à la pièce et la trompait sur le compte. Elle écrivait des lettres pour les épouses de marins à 1 penny la page. Elle maigrissait. Son manteau devenait plus ample. Et puis, un mardi matin, dans un journal vieux de 3 jours, qui enveloppait pour 2 pence de poisson, elle le vit. Il faillit le manquer. C'était 4 lignes en tout petits caractères au bas de la page. Recherchons une dame d'éducation comme dame de compagnie pour une dame âgée de qualité. Doit bien lire à haute voix, parler correctement le français et l'allemand, et posséder plus de bon sens que d'opinion. Menteuse, flatteuse et personne facilement effrayée, s'abstenir. S'adresser au numéro 14, Grosvenor Square. Clara le lut 2 fois, et, pour la première fois depuis des semaines, éclata de rire, seule dans sa chambre glaciale. Menteuse, flatteuse et personne facilement effrayée, s'abstenir. Quiconque avait écrit ces lignes, pensa-t-elle, elle voulait le rencontrer. Le numéro 14, Grosvenor Square, était une maison haute et silencieuse aux fenêtres brillantes. Et le majordome qui ouvrit la porte regarda le manteau usé de Clara avec une expression qui disait qu'il l'avait déjà classé dans une catégorie. « Le poste », dit Clara avant qu'il ne puisse parler. « Dans le journal. Je suis venu me renseigner. 11 dames vous ont précédé cette semaine. Sa seigneurie n'en a gardé aucune plus d'1 quart d'heure. Il le dit avec une certaine fierté sombre. Non. Hartwell. Clara Hartwell. On la fit entrer dans un salon où un feu, un vrai feu, un grand feu, brûlait comme quelque chose sorti d'un rêve. Et derrière une petite table était assise l'une des femmes les plus âgées et les plus droites que Clara ait jamais vues. Elle avait peut-être 90 ans. Elle était vêtue de soie noire, portait des bagues à 8 doigts et tenait une canne dont elle n'avait manifestement pas besoin pour marcher. Ses yeux étaient d'un bleu pâle et absolument terrifiant. Elle toisa Clara des chaussures au col. Cela prit un certain temps. « Vous êtes pauvre » dit la vieille dame. Son accent était allemand, sec et précis. « Oui, madame. Vous avez aussi faim. Ne le niez pas. J'ai eu faim. Cela se voit sur un visage. » La vieille dame tapa une fois avec sa canne. 11 femmes se sont assises dans ce fauteuil cette semaine.
et elles m'ont dit à quel point ma maison est charmante, et à quel point elle serait honorée. Des flatteuses. Dites-moi quelque chose de vrai, mademoiselle Hartwell. Et vite, Clara réfléchit. Elle était trop fatiguée et trop affamée pour autre chose que la vérité. Quelque chose de vrai? Très bien, madame. J'ai été renvoyé de mon dernier poste sans référence. Accusé d'avoir volé une broche de perles. Je ne l'ai pas volée. Je crois qu'elle a été placée dans ma chambre sur ordre de mon employeur, le duc de Rexford. Parce que sa grand-mère m'aimait, et il craignait ce que cet amour pourrait lui coûter. Je ne peux rien prouver de tout cela. Toutes les portes respectables de Londres se sont fermées devant moi. Vous fermerez probablement la vôtre aussi. Et il me reste 1 shilling et 4 pence au monde. Elle releva le menton. Mais vous cherchez une femme avec plus de bon sens que d'opinion. Et il n'aurait pas été censé de vous laisser la prendre d'abord par quelqu'un d'autre. Silence. Le feu crépitait. Les terrifiants yeux bleus ne sciaient pas. Le duc de Rexford, dit enfin la vieille dame, lentement, comme si elle goûtait le nom. Je l'ai rencontré 2 fois. Il m'a baisé la main et a regardé par-dessus mon épaule les 2 fois, pour voir si quelqu'un de plus utile était entré dans la pièce. Elle renifla. Un homme qui est impoli avec les vieilles femmes est un homme endetté, mademoiselle Hartwell. Souvenez-vous de cela, ce n'est jamais faux. Elle tapa à nouveau avec la canne, 2 fois cette fois. Asseyez-vous, Schmidt apportera le thé, et vous mangerez tout ce qu'il y a sur le plateau. Je ne faites pas semblant. Vous me lirez le journal, les pages politiques. Je n'ai aucune patience pour les mariages. D'abord en anglais, puis la même chose en allemand, pour que je puisse entendre si votre grammaire est honnête. La vieille dame se cala dans son fauteuil. Je suis la baronne von Ratz. Si vous tenez la semaine, vous découvrirez que je suis difficile, exigeante et jamais ennuyeuse. Les yeux ne mentent pas, mademoiselle Hartwell. Et les vôtres ne m'ont pas menti une seule fois depuis que vous êtes entrée dans cette pièce. Cela ne m'est pas arrivé depuis, mon Dieu, depuis avant Napoléon. Clara s'assit. Le thé arriva, avec du pain, du beurre et du poulet froid. Et elle mangea tout ce qu'il y avait sur le plateau et ne fit pas semblant. Cette nuit-là, elle dormit dans une chambre chaude, en haut de la maison de Grosvenor Square, dans un vrai lit, avec un feu dans la cheminée. Elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que la terrifiante vieille dame, 2 étages plus bas, écrivait à cette même heure une lettre à son petit bureau. Une lettre en allemand, d'une écriture forte et penchée, qui était de famille. Elle commençait par Stéphane. La baronne von Ratz était exactement comme annoncé, difficile, exigeante et jamais ennuyeuse. Elle se levait à 6 heures. Elle prenait un bain froid, qu'elle recommandait bruyamment à tout le monde et n'imposait à personne. Elle lisait 3 journaux avant le petit déjeuner et se disputait avec chacun d'eux. Elle disait précisément ce qu'elle pensait, à précisément tout le monde dans la société londonienne, laquelle, craignant l'honnêteté comme les chats craignent l'eau, l'adorait pour cela, à une distance de sécurité. Et lentement, semaine après semaine, elle commença à reconstruire Clara Hartwell. Ce ne fut pas fait avec gentillesse. La baronne ne pratiquait pas la gentillesse. Ce fut fait avec du travail. Votre français est bon. Votre allemand est meilleur. Votre posture est une honte. Vous vous tenez comme une femme qui s'excuse de l'espace qu'elle occupe. Arrêtez ça. Vous traverserez cette pièce 50 fois avec la Bible de ma grand-mère sur la tête. Et vous imaginerez que c'est la tête du duc de Rexford. Cela devrait la maintenir stable. Clara marcha. Clara lut à haute voix la politique, la philosophie, la terrible poésie du défunt mari de la baronne. Que la vieille dame écoutait les yeux fermés et les bagues scintillantes. Clara apprit à gérer les comptes d'une grande maison, à répondre aux lettres de banquiers et d'évêques, à s'asseoir aux côtés de la baronne lors des visites de personnes dont les noms apparaissaient dans les journaux. Et une chose étrange se produisit. Les portes qui s'étaient refermées sur Clara Hartwell, la dame de compagnie déshonorée, s'ouvrirent en grand. S'inclinant, souriant, pour mademoiselle Hartwell, la jeune amie de la baronne von Ratz. La même porte, la même ville, la même femme. Vous voyez comment ça marche maintenant, dit la baronne un soir. Elle observait le visage de Clara après qu'une comtesse, qui lui avait autrefois refusé un poste de servante, l'eût supplié d'assister à une soirée musicale. Il ne s'est jamais agi de ce que vous êtes, mon enfant. Il s'est agi de qui se tient à vos côtés. C'est la grande honte de ce monde. Et plus tôt vous cesserez d'en attendre mieux, plus tôt vous pourrez commencer à l'utiliser. C'est monstrueux, dit doucement Clara. Ça l'est, acquiesça la baronne, satisfaite. Maintenant,
Mettez la soie bleue. Nous allons à l'opéra, et vous vous assiérez dans ma loge, au premier rang, où tous les monstres pourront vous voir. En Mars, Clara s'assit dans cette loge, tandis qu'en bas, dans la foule, elle aperçut un visage qu'elle connaissait. La dame de Harley Street, celle qui lui avait fermé une porte au nez et l'avait traitée de voleuse. La dame leva les yeux, la reconnut et pâlit. Et puis, c'était la partie étonnante. Elle inclina la tête, avec espoir, avec avidité, priant d'être reconnue. Clara la regarda pendant un long moment impassible, puis elle retourna son regard vers la scène. « Cruelle » dit la baronne à côté d'elle, avec approbation. « Bien. Un peu de cruauté bien placée est une vitamine. » Mais le changement le plus étrange était plus discret que les loges d'opéra. Il se produisit à l'intérieur. Clara se surprit à rire de nouveau. Elle dormait sans compter les shillings dans le noir. Et un matin, elle réalisa qu'elle était passée devant une vitrine de boulangerie sans calculer ce qu'elle pouvait s'y offrir. Et elle resta immobile dans la rue, prise au dépourvu par sa propre paix. Elle n'était cependant pas dupe. Elle savait qu'il y avait un mystère à Grosvenor Square et qu'elle vivait en plein milieu, car la baronne von Ratz était plus qu'une dame âgée de qualité. Des lettres arrivaient pour elle avec des sceaux que Clara n'avait jamais vus. Une tour d'argent sur de la cire bleue foncée. 2 fois, des messieurs d'une ambassade vinrent. Ils parlèrent à la vieille dame en allemand rapide derrière des portes closes, et ils partirent avec l'air d'avoir reçu une fessée. Sur le palier était accroché le portrait d'un jeune homme en uniforme blanc, avec une écharpe et une étoile, dont le visage semblait étrangement familier à Clara, sans qu'elle puisse jamais le situer. « Ma famille » fut tout ce que la baronne dit quand Clara le regarda un jour un peu trop longtemps. De chez nous. Nous sommes une vieille maison. Puis, avec une brusquerie venue de nulle part, pensez-vous à lui, le gentilhomme étranger d'Ashcombe, celui de votre histoire, Adler. L'aiguille de Clara s'arrêta. Elle avait mentionné Stéphane exactement une fois, il y a des semaines, brièvement, au milieu de toute l'histoire. Vous avez une mémoire remarquable, madame. Répondez à la question. Parfois, dit Clara à sa couture. Il a été gentil avec moi quand la gentillesse était chère. J'espère que ses affaires de famille se sont bien résolues. C'est tout, répéta la baronne, sèche comme du papier. Oui, naturellement. Et elle sourit à son journal d'une manière que Clara trouva profondément suspecte, et ne dit plus rien. C'est un jeudi soir d'avril que le mystère frappa à la porte d'entrée. Elle jouait aux cartes. La baronne trichait sereinement, comme elle trichait toujours. Quand le majordome Schmidt entra avec une expression que Clara ne lui avait jamais vue, l'homme semblait ému. « Madame, il est là. » La baronne posa ses cartes. Pour la première fois en tous ces mois, Clara vit ses mains hésiter. Ici, maintenant, le garçon ne devait pas arriver avant. Elle s'interrompit. Elle se redressa, bien que son dos n'en eût nul besoin. « Eh bien, faites-le entrer, Schmidt. Ne restez pas là à trembler. Faites-le entrer. » Clara demanda, se levant, lissant sa jupe, un instinct battant en elle comme un oiseau. « Madame, devrais-je vous laisser, s'il s'agit de la famille? Asseyez-vous, dit la baronne. Des pas rapides sur le marbre, une grande silhouette dans un manteau de voyage sombre, les épaules humides de neige. Il devait être venu directement du bateau, directement à travers la pluie, sans s'arrêter. Et puis il fut dans l'embrasure de la porte, et la lumière de la lampe éclaira son visage. Des yeux sombres, un visage fait pour observer tranquillement. Une voix qu'elle avait entendue pour la dernière fois dans un couloir froid, lui disant que la salle se souviendrait de sa sortie pendant 10 ans. « Tante, dit Stéphane Adler, et il baisa la main de la baronne. Puis il se tourna et vit Clara. Et tout le sang-froid du voyageur prudent et observateur tomba de lui comme la pluie. Pendant un instant, personne ne respira. « Mademoiselle Hartwell, dit-il enfin, très doucement. L'horloger de Castle Street vous a attendu tous les jours pendant 4 mois. Il fit un pas de plus. Vous n'êtes jamais venu. La voix de Clara lui manqua pour la première fois depuis des années. Je ne pouvais pas venir demander. Je n'avais rien. Et vous? Une dette n'est pas... Je ne voulais pas qu'elle soit payée. Je sais, dit Stéphane. Je sais exactement pourquoi vous n'êtes pas venu. C'est la même raison pour laquelle j'ai traversé la mer en avril. Il se tourna vers sa tante, qui les observait tous les deux avec ses terrifiants yeux bleus brillants, les cartes oubliées. Tu m'as écrit qu'elle était fière, têtue, et la créature la plus honnête que tu aies rencontrée depuis avant Napoléon. C'est vrai,
dit la baronne von Rates, ramassant le jeu de cartes avec une énorme satisfaction. Je ne mange jamais sur les choses importantes. Schmidt, le souper pour 3. Mon neveu a fait un très long voyage. Elle regarda de l'un à l'autre et s'autorisa enfin un petit sourire malicieux et triomphant. Et je crois qu'il a quelque chose à dire. Le souper ce soir-là dura 4 heures. Et après, Clara n'aurait pas pu dire ce qui avait été servi. Ce dont elle se souvenait, c'était la conversation. Eux trois autour de la petite table, les bougies se consumant. La baronne racontant des histoires de Stéphane enfant. Il tombait de tous les arbres du jardin. Toujours le même jardin. Toujours avec dignité. Pendant que Stéphane protestait et riait et regardait Clara à travers les flammes d'une manière qui rendait la pièce petite. Il avait changé depuis Ashcombe. Il y avait de nouvelles rides à ses yeux et quelque chose de plus lourd sur ses épaules. L'allure d'un homme qui avait passé des mois à porter quelque chose. Mais quand il riait, le poids se levait. Et Clara se surprit à essayer de le faire rire, juste pour voir cela se produire. Le printemps devint chaud, et Stéphane Adler devint un habitué de Grosvenor Square. Il venait le matin et lisait les journaux allemands à haute voix à sa tante. Il imitait les voix des politiciens, jusqu'à ce que la vieille dame pleure de rire. Il venait l'après-midi et se promenait avec Clara dans le parc. Toujours correctement, toujours avec la femme de chambre de la baronne derrière eux. Toujours à la vue de tous. Il posa à Clara 1000 questions et écouta chaque réponse, comme si elle devait figurer à un examen. Ce que son père lui avait appris, ce qu'elle pensait des nouveaux poèmes, des vieilles lois, du prix du pain. Personne n'avait demandé à Clara ce qu'elle pensait depuis des années. Il ne demanda rien d'autre. Pas de promesses, pas de déclarations. Et d'une manière ou d'une autre, cette patience en disait plus que les déclarations n'auraient pu le faire. Il vous fait la cour, observa brutalement la baronne un soir, par-dessus les cartes. Il est gentil avec moi, madame. Je suis gentil avec mes chevaux. Cet homme a traversé la mer du Nord en pleine saison des tempêtes. Elle posa une carte. Elle l'avait certainement volée quelque part. Mais il attend quelque chose, et je commence à perdre patience avec lui. Il y a une chose qu'il doit vous dire d'abord. Ce n'est pas à moi de le dire. Ses yeux bleus se levèrent. Quand il le fera, essayez de vous souvenir qu'un homme peut mentir sur son nom et être quand même l'homme le plus honnête que vous connaissiez. Clara retourna cette phrase pendant des jours. Comme on tourne une pierre dans sa poche. Elle obtint sa réponse un dimanche gris de mai, dans le jardin clos derrière la maison, où Stéphane lui avait demandé de se promener avec lui. Seule cette fois. Et la baronne, scandaleusement, l'avait permis. Ce qui dit à Clara tout le sérieux de la matinée à venir. Il ne parla pas pendant un tour complet du jardin. Puis, près du vieux cadran solaire, il s'arrêta. « Mademoiselle Hartwell, Clara, je dois vous dire quelque chose. Et quand je vous l'aurai dit, vous serez en colère, et vous en aurez tout à fait le droit. » Il prit une profonde inspiration, comme un homme sautant d'une falaise. « Mon nom n'est pas Adler. » Clara attendit. Elle s'en doutait depuis des semaines. Les sots, les hommes de l'ambassade, le portrait sur le palier, dont elle avait finalement, discrètement, reconnu le visage. « Adler était le nom de ma mère, dit-il. Je l'ai utilisé pendant 2 ans en voyageant, parce que mon propre nom pousse les gens à jouer un rôle. Les hommes me flattent. Les femmes me sont présentées comme des plats à un dîner. Et tout le monde veut quelque chose. En 2 ans, une seule personne m'a regardé et a vu un homme au lieu d'une porte à franchir. Sa voix baissa. Elle se tenait dans un couloir froid, venant d'être publiquement humiliée, et elle ne pleurait pas. Et elle m'a corrigé sur la géographie de mon propre pays. Stéphane, dit Clara. Dites le nom. Il se redressa, et cela se reproduisit. Cette chose qu'elle avait entrevue dans sa fièvre. La façon dont quelque chose de royal entrait dans sa colonne vertébrale sans sa permission. Stéphane Alexander Friedrich, dit-il doucement. Prince héritier d'Ellenberg. Mon père est le roi. Ma tante, un geste impuissant vers la maison, et son Altesse Sérénissime, la princesse Augusta, qui s'est fait appeler baronne von Rates en Angleterre pendant 40 ans parce qu'elle dit que le titre complet attire les idiots. Il sourit presque. Cette nuit-là à Ashcombe, quand la fièvre m'a pris, vous m'avez entendu vous supplier de ne pas le dire à mon père. Une partie de moi savait, même alors, que vous étiez la seule personne dans cette maison qui aurait pu vendre mon nom et ne l'aurait jamais fait. Le jardin était très calme. Quelque part au-delà du mur, Londres continuait son vacarme, inconsciente.
La lettre qui vous a rappelé chez vous, dit lentement Clara, les pièces du puzzle s'assemblant. En janvier, la santé de mon père a décliné. Il s'est rétabli. Il est de nouveau fort et 2 fois plus têtu. Mais je suis son fils unique, et on m'a fait comprendre que mes jours de voyage sont terminés. Il la regarda fixement. Je suis revenu en Angleterre contre sa volonté. Clara, je suis revenu pour une seule raison, et elle se tient devant moi, décidant en ce moment même si elle doit me pardonner. Vous m'avez menti, dit Clara. Dès le premier soir. Oui, chaque jour à Ashcombe, chaque promenade dans le parc. Oui, elle le regarda, cet homme qui lui avait tenu la main dans la fièvre et l'avait appelée la courageuse, qui avait traversé une mer parce qu'une vieille dame avait écrit qu'une femme honnête mourait de faim à Lambeth. Et elle entendit la voix de la baronne. Un homme peut mentir sur son nom et être quand même l'homme le plus honnête que vous connaissiez. Alors nous sommes quittes, dit enfin Clara. Car je vous ai menti aussi. Je vous ai dit que je n'étais jamais allé à Castle Street. Sa voix se brisa. J'y suis allé. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue, avec une note dans ma poche, et j'étais trop fier pour traverser. Alors vous voyez, Votre Altesse, nous sommes tous les deux des menteurs, et tous les deux pour la même raison. Aucun de nous ne pouvait supporter d'être un mendiant à la porte de l'autre. Stephen Alexander Friedrich, prince héritier d'Ellenberg, laissa échapper un souffle qui était à moitié un rire, et à moitié quelque chose de beaucoup plus ancien. Et il prit ses 2 mains, et les pressa contre ses lèvres. Là, dans le jardin, au diable les convenances. Épousez-moi, dit-il. Pas le prince. L'homme du couloir, demanda-t-il d'abord, et Clara, sans le sou, calomniée, renvoyée sans certificat de bonne conduite, se tenait dans le jardin printanier, et riait et pleurait à la fois. Et elle dit, la seule chose qu'il y avait à dire. Oui, que Dieu nous vienne en aide à tous les deux. Oui, le bonheur. Le vrai bonheur a un son. Cette maison en fut pleine pendant 11 jours. La princesse Augusta écrivit des lettres triomphantes chez elle. Stéphane écrivit à son père une longue lettre, soignée et honnête, sur la femme qu'il avait choisie. Clara traversait ses journées illuminées de l'intérieur. Et même Schmidt, le majordome, fut vu une fois en train de fredonner. Et puis le 12e jour, la nouvelle atteignit un certain club de St. James's Street, où un certain gentilhomme était assis, buvant un brandy qu'il ne pouvait plus se permettre, se cachant de créanciers qu'il ne pouvait plus éviter. Le prince héritier d'Ellenberg, oui, il séjourne à Grosvenor Square, fiancé, dit-on, à une jeune Anglaise que personne ne connaît, une certaine mademoiselle Hartwell, dame de compagnie de la vieille baronne. Le duc de Rexford posa son verre très lentement. Hartwell. Son premier sentiment fut l'incrédulité. Le second, arrivant rapidement, comme toujours avec lui, fut la peur. Car le duc fit un calcul à ce moment-là. Le seul calcul pour lequel il était vraiment doué. Si elle s'élève, je tombe. La voleuse qu'il avait inventée, princesse d'un royaume d'argent. Tout ce qu'elle savait de lui, tout ce qu'elle pourrait dire dans les cours, dans les palais, dans les pièces où ses créanciers s'inclinaient et écoutaient. Qu'elle puisse ne rien dire, qu'elle puisse simplement être heureuse et le laisser pourrir en paix, ne lui vint jamais à l'esprit. Les hommes comme le duc ne peuvent imaginer la pitié chez les autres, car ils ne peuvent en trouver la forme en eux-mêmes. Il demanda une plume et du papier. « Si le mensonge est assez gros, murmura-t-il dans le salon d'écriture vide, et s'il voyage assez vite, la vérité ne le rattrape jamais. » Il savait exactement où l'envoyer. Les rois, raisonna-t-il, sont d'abord des pères, et aucun roi en Europe ne laisserait son fils unique épouser une voleuse. Le duc de Rexford commença à écrire. La lettre du duc mit 9 jours pour atteindre le palais d'Ellenberg, et c'était un chef-d'œuvre. Il avait écrit des mensonges toute sa vie, à des créanciers, à des amis, à son propre miroir, et c'était son plus beau travail. Il n'écrivit pas en ennemi, mais en ami. Un noble Anglais concerné, le cœur brisé d'accomplir un devoir si pénible, avertissant un père confrère de l'autre côté de la mer. La femme se faisant appeler Clara Hartwell, écrivit-il, avait été renvoyée de sa maison pour avoir volé des perles à sa grand-mère mourante. Il y avait eu des témoins de la découverte, toute une maisonnée. Il joignit des déclarations de son valet Croft, de 2 laquais dont il payait les gages. Toutes sous serment, toutes estampillées, toutes d'apparence parfaitement légales. Il écrivit que la femme était intelligente, qu'elle s'attachait aux personnes âgées et confiantes,
et que le fils de Sa Majesté, pardonnez-moi, sire, mais j'ai été jeune autrefois, ne serait pas le premier homme bon aveuglé par une voix douce et une histoire triste. Il signe de son titre complet, scella de son blason, et il la posta avec les mêmes mains qui avaient ordonné de placer la broche dans son panier à couture. 9 jours plus tard, un vieux roi la lut dans son bureau froid. Il la lut 2 fois et envoya chercher son courrier le plus rapide. La convocation atteignit Grosvenor Square par une belle matinée de juin. C'est ainsi que ces choses arrivent. Jamais dans les tempêtes, toujours sous le soleil, toujours quand le petit déjeuner est encore chaud. Stéphane lut la lettre debout, et Clara vit la couleur quitter son visage. Mon père m'ordonne de rentrer. Sa voix était très prudente. Immédiatement, seul, il leva les yeux. Il écrit que des allégations le concernant vous sont parvenues. Des documents, des déclarations sous serment. Il écrit. La mâchoire de Stéphane se crispa. Que si je ne viens pas lui répondre, il considérera cela comme mon abdication. La princesse Augusta se leva lentement de sa chaise. Et pour une fois, elle paraissait avoir tous ses ans. « Rexford, dit-elle. L'homme criblé de dettes est toujours le premier à dépenser en frais de port. J'irai, dit Stéphane. Je me tiendrai devant lui et je lui dirai la vérité. Il est dur, mais il n'est pas injuste. Il m'a élevé en me faisant croire que la parole d'un homme doit valoir plus que sa couronne. Et je le tiendrai à ses propres leçons. » Il prit les mains de Clara. Les siennes étaient froides. 3 semaines, 4 au plus. Promettez-moi que vous serez là à mon retour. Et Clara, qui savait mieux que quiconque ce que des déclarations sous serment et le sceau d'un duc pouvaient faire à une femme sans nom, le regarda dans les yeux. Et elle fit la 2e promesse de sa vie qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. « Va, dit-elle, rends ton père fier de toi. C'est tout ce que je demande. » Il lui baisa les mains, puis le front. Et à la tombée de la nuit, il était sur la route de Douvres. Elle se tint bien pendant 6 jours. Puis les journaux londoniens trouvèrent l'histoire, comme les journaux londoniens le font toujours. Pas la vérité. La vérité est lente et ennuyeuse. Mais l'histoire. La mystérieuse fiancée d'un prince. Puis 2 jours plus tard, dans un journal plus méchant, des questions entourent Mademoiselle H. L'ascension remarquable de l'ancienne servante. Les visiteurs cessèrent de venir à Grosvenor Square. Les invitations furent retirées avec des regrets, des maux de tête, des voyages soudains à la campagne. La dame de Harley Street raconta son histoire dans tous les salons de Mayfair, et elle prit des dents à chaque récit. Clara le supporta. Elle avait été pauvre. La calomnie était plus légère que la faim, ce qui la brisa, ce qui l'envoya finalement, insomniaque à 2 heures du matin, au fond de sa vieille malle, fut une seule pensée qu'elle ne pouvait faire taire. Et si je lui coûtais vraiment tout, elle n'avait pas l'intention d'ouvrir la boîte de son père. Elle voulait seulement la tenir, comme un enfant effrayé tient le manteau de son père. Mais la petite serrure, rouillée par les années et les logements humides, céda entre ses mains, et Clara s'assit sur le sol de sa belle chambre d'emprunt, à la lueur d'une bougie, et elle lut enfin les papiers de son père. Des dettes, des registres, des lettres, implorant du temps, de la patience, de la pitié. La bague de sa mère, enveloppée dans de la soie, qu'elle croyait vendue il y a 20 ans. Et au fond, un paquet noué d'un ruban noir, de l'écriture de son père. Pour Clara, quand tu seras assez forte, pardonne-moi d'avoir été faible. À l'intérieur se trouvait l'histoire de sa ruine, racontée par la seule voix qui ne lui avait jamais menti. L'ami, l'entreprise, les signatures. Son père avait tout noté, les dates, les sommes, les réunions. Un récit calme et soigné, fait par un homme qui savait qu'il avait été volé et ne pouvait le prouver. Et à la 3e page, la bougie de Clara vacilla, car il y avait le nom. L'ami qui avait souri et juré sur son honneur, et qui avait transféré toutes les dettes sur les épaules de son père et tous les profits dans sa propre poche. Rexford. Pas l'homme qu'elle connaissait. Le père, le vieux duc, mort depuis 10 ans. Et en dessous, de la main de son propre père, une dernière ligne qui arrêta son cœur. Le fils sait, il a signé comme témoin. Il avait 25 ans, il a regardé, il a souri, et il n'a rien dit. Que Dieu leur pardonne à tous les deux, car je découvre ce soir que je ne le peux pas. Clara resta assise, très immobile, pendant un long moment. 3 ans. 3 ans, elle avait vécu sous le toit de cet homme, mangé son pain, enduré ses insultes. Et il avait su. Il connaissait son nom le jour de son arrivée. Il savait quelle fille versait le thé de sa grand-mère. Ce n'avait jamais été du mépris pour une étrangère. C'était la haine de l'homme coupable
pour la preuve vivante. La dette qui arpentait ses couloirs dans une robe modeste. Elle comprit la broche maintenant, la comprit vraiment. Et elle comprit, avec la clarté froide qui vient au fond de la nuit, ce que valaient exactement les déclarations sous serment entre les mains du roi. Et comment cela allait se passer. Sa parole, la parole d'une dame de compagnie, la parole d'une dame de compagnie renvoyée, contre le sceau du duc et 3 témoins. Les papiers de son père prouvaient la ruine d'un homme mort, mais ils ne prouvaient pas son innocence concernant les perles. Rien ne le prouvait, rien ne le pouvait. Si Stephen défiait son père pour elle, il perdait sa couronne, et son pays perdait son héritier, pour une femme que le monde entier appellerait à jamais une voleuse. Et si son père le brisait à la place, elle aurait vu l'homme le plus admirable qu'elle connaissait être écrasé en la défendant. Et cela, elle ne pouvait le supporter. Elle ne pouvait pas gagner. Elle ne pouvait que choisir ce que sa défaite coûterait, et qui en paierait le prix. Clara Hartwell avait un don que le duc de Rexford n'avait jamais compris, car il ne l'avait pas et ne pouvait l'imaginer. Elle savait comment aimer quelque chose plus qu'elle-même. Elle fit ses bagages comme elle l'avait fait 2 fois auparavant. Rapidement, sans se laisser envahir par les émotions de la pièce. La boîte de son père, la Bible de sa mère, le vieux manteau avec la lettre toujours cousue dans la doublure. Elle laissa les robes de soie. Elles n'avaient jamais été les siennes. Rien, pensa-t-elle, n'avait jamais vraiment été à elle, sauf son nom. Et même celui-ci était maintenant dans les journaux, portant des chaînes. Elle ne laissa aucune note pour Stéphane. Une note pouvait être suivie. Une note pouvait recevoir une réponse. Et s'il répondait, il était perdu. Laissez-le être en colère. La colère guérit. Laissez-le croire qu'elle avait pris peur des palais. Un jour, avec une princesse dorée à ses côtés, il serait reconnaissant. Elle n'écrivit qu'une seule ligne et la laissa sur la table de jeu de la princesse Augusta, glissée sous le jeu de cartes marquées. Vous m'avez dit un jour que le monde confond le bruit et la valeur. Merci d'avoir été la première personne depuis mon père à m'entendre. Si, puis Clara Hartwell descendit l'escalier de service de la plus grande maison où elle vivrait jamais. Elle sortit par la porte de la cuisine et disparut dans le matin gris de Londres avant que les lampes ne soient éteintes. Stéphane revint 20 jours plus tard. Il avait combattu son père dans une impasse sanglante de volonté. Il avait exigé que les preuves soient examinées devant lui. Il avait juré sur la tombe de sa mère qu'il préférerait creuser des fossés plutôt que d'abandonner une femme innocente. Et il trouva une vieille princesse assise très droite à sa table de jeu, tenant une seule ligne d'écriture, avec des larmes sur son visage terrifiant pour la première fois en 40 ans. « Trouvez-la, dit la princesse Augusta. Trouvez-la, où aucun de nous ne mérite les noms avec lesquels nous sommes nés. Maintenant, nous devons revenir en arrière, à Ashcombe, dans une chambre qui sentait la lavande et la cire d'abeille, où une vieille femme que tout le monde avait condamnée refusait, avec une magnifique obstination, de mourir à temps. La duchesse douairière de Rexford avait survécu à 2 rois, une révolution et tous les médecins qui lui avaient jamais donné 6 mois. Et depuis le matin de février, où on lui avait dit que Clara était partie chez une tante malade, elle avait fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle avait écouté. La vieillesse lui avait pris ses jambes et une grande partie de sa vue. Elle ne lui avait pas pris un cheveu de sa ruse. Elle remarqua que les yeux de Betsy devenaient rouges chaque fois que le nom de Clara était mentionné. Elle remarqua que les serviteurs disaient « Partie votre grâce », de la voix plate que les serviteurs utilisent quand on leur a dit quoi dire. Elle remarqua que sa broche de perles, qu'elle n'avait pas demandé à porter de tout l'hiver, était soudainement, ostensiblement, épinglée à son châle un matin, comme un alibi. Alors, un après-midi gris, elle fit venir Betsy seule. Elle prit la main de la jeune fille dans la sienne, si fine, et dit « Enfant, j'ai 83 ans. Il me reste peut-être un hiver, et je n'ai pas de temps pour la pitié des menteurs. Où est Clara ?» Et Betsy, qui portait la vérité comme un charbon ardent depuis des semaines, fondit en larmes et lui raconta tout. La fouille, le panier à couture, sans certificat de bonne conduite, la neige au carrefour. La douairière resta assise en silence pendant un long moment. Ceux qui la connaissaient auraient trouvé ce silence plus effrayant que n'importe quel cri. « La broche était dans mon coffret à bijoux en janvier, » dit-elle enfin. « Je l'y ai vue moi-même le jour du bal, quand j'ai choisi mes rubis à la place. » Elle n'a pas marché jusqu'à la chambre de la jeune fille. Ses vieux yeux perçants se levèrent. Elle a été portée. Maintenant, qui dans cette maison a des mains qui font les basses besognes de mon petit-fils?
Elles connaissaient toutes les deux la réponse. Tout le monde dans cette maison connaissait la réponse. « Envoyez-moi Croft, dit la duchesse douairière. Dites-lui que je suis mourante et que je souhaite distribuer quelques souvenirs au personnel loyal. Il viendra en courant. » Ce qui se passa entre la vieille dame et le valet eut lieu derrière une porte fermée et dura près de 2 heures. Elle ne lui cria pas dessus. C'était là son génie. Elle connaissait Croft depuis qu'il était un garçon de 9 ans. Elle avait connu sa mère et payé les funérailles de son père. Et elle lui rappela ces choses d'une voix douce et mourante, tandis que ses yeux le tenaient comme des épingles tiennent un papillon. Elle parla du ciel et des tribunaux, dans cet ordre. Elle observa doucement, si doucement, que lorsque les hommes ruinés tombent, ils lâchent d'abord les serviteurs, et qu'un duc se noyant dans les dettes livrerait son valet à la loi, comme un renard donne sa queue au chien. « Vous avez fait une chose méchante, John Croft, dit-elle enfin. Mais j'ai vu des choses méchantes se faire dans cette famille pendant 60 ans, et je connais la différence entre la main et la tête. Donnez-moi la vérité par écrit. Et quand la tempête viendra, et elle vient, John, je la sens comme la pluie, la vérité sera votre abri. Refusez, et vous pourrez sombrer avec lui. Choisissez. » Croft, au visage étroit, gris, obéissant depuis 20 ans, se tenait dans cette chambre parfumée à la lavande. Et pour la première fois de son service, il pensa à son propre coup. Puis il commença à parler. L'avocat personnel de la douairière, M. Penhallow, monta du village le lendemain, appelé discrètement pour le testament de sa grâce, ce qui ne surprit personne et n'alarma personne, surtout pas le duc, qui attendait avec avidité cette même réunion. Derrière la porte fermée, Croft répéta sa confession, chaque détail, l'ordre donné autour d'un brandy, la broche prise dans le coffret à bijoux, la minute dans la chambre de Clara, les perles poussées sous le fil. Le clerc de Penhallow nota tout. Croft signa. 2 témoins signèrent. Penhallow scella le tout. Et maintenant, votre grâce, dit le vieil avocat, le testament lui-même. Oui, dit la duchesse douairière en croisant les mains. Et il y avait 60 ans de guerre aristocratique dans son sourire. Prenez une nouvelle page, Penhallow, et écrivez lentement. Je veux que chaque mot de ceci soit savouré. Sa fortune personnelle, à elle seule, son contrat de mariage et ses legs, hors de portée de son petit-fils, et plus importante qu'il n'avait jamais osé le rêver. Elle laissa tout à mademoiselle Clara Hartwell, en paiement d'une dette familiale. Les mots furent choisis avec soin, et à son testament, elle joignit 3 documents. La confession sous serment de Croft, une lettre de sa propre main tremblante, racontant au monde ce que son petit-fils avait fait. Et une chose de plus, qu'elle avait gardée pendant 10 ans et montrée à personne, le registre privé de son défunt mari. Car la vieille douairière avait su, bien sûr qu'elle avait su, d'où venait l'argent de son fils toutes ces années auparavant. Et ce qui avait été fait à un homme confiant, nommé Richard Hartwell, et lequel de ses descendants s'était tenu témoin à 25 ans et avait souri. La connaissance l'avait réduite au silence par honte pendant une décennie. Dieu avait maintenant eu la bonté d'envoyer la fille de cet homme sous son toit. Elle reconnut le nom de famille le premier jour, les yeux la première semaine. Et elle avait fait la seule pénitence en son pouvoir. Elle avait aimé la jeune fille. Maintenant, elle pouvait faire mieux que la pénitence. Elle pouvait faire des calculs. « Voilà votre grâce, » dit enfin Penhallow, en sablant la page. « Bien que je doive vous avertir, quand ceci sera lu, cela tombera sur la famille comme un coup de foudre. » Penhallow, dit la duchesse douairière de Rexford, se calant sur ses oreillers avec la paix profonde et douce d'un général dont le piège est tendu. J'y compte bien. Elle vécut encore 4 semaines. Assez longtemps pour apprendre, par la lettre de réponse de la princesse Augusta, que Clara était en sécurité, au chaud et fiancée. Elle fit lire cette partie à haute voix à Betsy 3 fois, et assez longtemps pour apprendre, avec une fureur qui la guérit presque, les lettres du duc à Ellenberg. Elle dicta une dernière lettre de sa propre main cette nuit-là. Au roi d'Ellenberg, de monarque à matriarche, d'une vieille créature dure à une autre. Et elle joignit une copie scellée de la confession de Croft. Elle partit avec le bateau du vendredi. Puis, par un doux matin de fin juin, avec Betsy tenant une main dans la lumière d'été sur la fenêtre, la vieille dame sourit à quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Et elle dit très clairement, « Maintenant, j'aimerais regarder. » Et elle s'en alla. Le testament fut lu dans la grande bibliothèque d'Ashcombe le 1er juillet, devant la famille assemblée,
les serviteurs et le duc de Rexford, qui arriva en grand deuil et pouvait à peine cacher son appétit. Monsieur Penhallow lut lentement. On le lui avait demandé. Les personnes présentes décriraient la scène pour le reste de leur vie. L'expression du duc passant, en l'espace de 10 minutes, du chagrin à la confusion, à l'incrédulité, puis à une horreur grise et transpirante, alors que la fortune allait à la voleuse. Et puis la confession fut lue, mot par mot, devant 40 personnes. Et puis la lettre, et puis, comme le dernier carillon d'une horloge d'Ellenberg, le registre du vieux duc, détaillé, daté, accablant. À la tombée de la nuit, la nouvelle était dans tous les offices de serviteurs du comté. Le vendredi, elle était dans les journaux de Londres, qui se jetèrent sur l'histoire avec joie. Car il n'y a rien que l'Angleterre aime plus que la chute d'un homme fier, la confession de Rexford, la vengeance d'une duchesse d'outre-tombe, l'innocente mademoiselle H. Les créanciers, qui lisaient aussi les journaux, arrivèrent dans la semaine, tous en même temps, comme des corbeaux qui attendaient un signal. Et à Grosvenor Square, un laquais monta les marches du numéro 14 en agitant un journal, et une vieille princesse le lut debout dans le hall. Puis elle s'assit sur une chaise que Schmidt eut à peine le temps de glisser sous elle, riant et pleurant à la fois, en allemand. Mais la joie de la maison avait un vide en son centre, car c'était juillet et personne, ni Stéphane qui avait fouillé toutes les pensions de Lambeth à Whitechapel, ni la princesse dont les lettres s'étaient envolées comme une volée d'oiseaux, ni l'horloger Brandt qui laissait sa lampe allumée tard chaque nuit sur Castle Street. Personne n'avait trouvé Clara. Elle avait disparu en Angleterre, comme seuls les pauvres savent disparaître, et elle ne lisait pas les journaux de Londres. Elle n'avait aucune idée qu'elle était innocente aux yeux du monde entier. Aucune idée qu'elle était riche. Aucune idée qu'un prince avait retourné la ville pour elle. Oh, que dans une petite ville côtière à 150 kilomètres de là, son passé et son avenir étaient sur le point d'entrer dans la même petite église. La ville s'appelait Saltmere, et c'était le genre d'endroit que Londres oublie. Un port, une colline, un amas de cottages de pêcheurs, et une petite église en pierre qui résistait au vent marin depuis 600 ans. Clara était venue là parce que le prix du voyage en diligence s'arrêtait là. C'était toute l'histoire. Elle avait pris une chambre au-dessus d'une boulangerie. Et quand la femme du boulanger découvrit que sa locataire savait lire, écrire et faire des comptes, Clara devint en un mois la personne vers qui la moitié de la ville se tournait. Elle écrivait des lettres pour les veuves de marins. Elle enseignait le français aux filles du capitaine du port. Elle tenait les livres de la boulangerie et découvrit en un après-midi 3 ans de tricherie discrète du marchand de farine. Elle était plus mince et plus silencieuse, et elle avait une façon de s'arrêter au milieu d'une tâche quand un homme grand aux cheveux sombres passait devant la fenêtre. Mais elle gardait la tête haute. C'était comme le vieux Harris. Le palefrenier le lui avait dit à un carrefour enneigé il y a une éternité, la seule chose que personne ne pouvait lui prendre. Elle ne lisait pas les journaux de Londres. Elle ne pouvait pas se les permettre, et elle n'en aurait pas voulu. Les journaux, dans l'expérience de Clara, étaient l'endroit où son nom allait pour être battu. C'est pourquoi elle fut la dernière personne en Angleterre à le savoir. C'est le vicaire qui défie tout, et il le fit avec un sermon. Le vieux vicaire de Saltmere avait un luxe dans sa vie. Son frère à Londres lui postait les journaux de la semaine avec 10 jours de retard, dans un paquet ficelé. Et un dimanche de fin juillet, il monta dans sa chaire vieille de 600 ans. Il regarda ses paroissiens pêcheurs et annonça que son sermon ce jour-là concernerait le 9e commandement « Tu ne porteras pas de faux témoignages » et qu'il commencerait par une histoire vraie tirée des journaux de Londres. L'histoire d'un grand-duc qui avait porté un faux témoignage contre une pauvre dame de compagnie. Clara, assise au dernier rang avec la famille du boulanger, devint très immobile. Le vicaire raconta tout avec délectation. Les vicaires de campagne reçoivent peu de cadeaux comme celui-ci. La broche volée, qui n'avait jamais été volée. La confession sous serment du valet. La vieille duchesse, qui avait tendu un piège depuis son lit de mort et l'avait déclenché d'outre-tombe. La fortune laissée à la jeune fille innocente, en paiement d'une dette familiale. Le duc ruiné, exposé, abandonné par tous ses amis. Son domaine saisi par les créanciers. Son nom devenu un synonyme de honte. Et la jeune fille, mes amis, la jeune fille qu'ils ont calomniée, est recherchée ce mois-ci dans toute l'Angleterre, car elle a disparu plutôt que de laisser sa disgrâce toucher l'homme qu'elle aimait. Ne sachant pas qu'elle n'avait aucune disgrâce, il s'arrêta, car une jeune femme en robe grise modeste s'était levée au dernier rang, blanche comme les murs de l'église,
des larmes coulant sur son visage en plein milieu de son sermon, et parce que la porte de l'église s'était ouverte. Par la suite, les habitants de Saltmere ne racontèrent jamais l'histoire de la même manière. Combien de cavaliers? Quel carrosse? Si le grand gentilhomme étranger avait vraiment été sur la route pendant 6 semaines, retraçant les tarifs de diligence, les pensions et une femme qui enseignait le français aux filles d'un capitaine de port. Mais sur un détail, tous les témoins furent d'accord jusqu'à leur mort. L'homme grand remonta l'allée de cette petite église en pierre, en vêtements de voyage, la poussière encore sur lui, passant devant le vicaire figé et les pêcheurs médusés. Et quand il atteignit la femme en robe grise, il ne dit pas un mot. Le prince héritier d'Ellenberg s'agenouilla sur le sol de pierre froide. « Vous n'avez laissé aucune note, » dit enfin Stéphane, et sa voix se brisa comme celle d'un garçon. 6 semaines. Clara, je me suis agenouillé devant mon père, et j'ai juré que je m'agenouillerai ensuite devant vous. Je ne me relèverai pas de ce sol avant que vous... Il ne finit jamais sa phrase. Clara Hartwell était à genoux sur la pierre froide, elle aussi. Devant le vicaire, le boulanger, le capitaine du port et Dieu. Tenant son visage dans ses 2 mains rudes et capables. « Vous m'avez trouvé, » murmura-t-elle. « Vous n'avez jamais été perdu, » dit Stéphane. « Vous étiez seulement en avance sur moi. Vous l'avez toujours été. » La congrégation de Saltmere, qui ne comprenait pas encore tout à fait ce qu'elle voyait, mais comprenait assez, se leva et applaudit dans l'église. Et le vieux vicaire, pleurant à chaudes larmes, déclara que le reste du sermon pouvait attendre un dimanche plus ennuyeux. Ils se marièrent en septembre. Pas à Saltmere, bien que Stéphane l'ait proposé. Et pas à Londres, bien que Londres l'ait supplié. Ils se marièrent à Ellenberg, dans la vieille cathédrale sous les montagnes. Parce que le roi l'ordonna. Et le roi l'ordonna à cause d'une lettre. Il en avait reçu 2 à la fin. La première portait le fier blason d'un duc et était pleine de mensonges sous serment. Elle reposait maintenant dans un tiroir de palais. « Gardez, disait le roi, pour me rappeler ce que vaut le sceau d'un gentilhomme. » La seconde était venue d'une Anglaise mourante qu'il n'avait jamais rencontrée. De monarque à matriarche, joignant la confession d'un valet et une dernière ligne abrupte que le vieux roi lut à haute voix, au petit déjeuner de mariage, pour le plus grand plaisir de chaque invité. « Votre Majesté, mon petit-fils raconte des mensonges sur cette jeune fille parce qu'il doit tout à sa famille et ne peut pas payer. Prenez-la pour votre fils, avant qu'un roi plus sage ne la prenne pour le sien. Rexford, le vrai. » Le roi avait convoqué Clara à une audience privée le jour de son arrivée. Un vieil homme terrifiant dans un bureau froid, avec les mêmes yeux sombres que son fils. Et il l'avait interrogé seul pendant 2 heures, sur son père, sa ruine, ses registres, ses opinions sur 4 sujets, et son refus, par 2 fois, de l'argent que la couronne offrait de lui verser avant le mariage. À la fin, il resta silencieux un long moment. « Mon fils a traversé la mer contre mes ordres pour vous, dit-il. J'ai ruiné ma santé en l'élevant pour qu'il connaisse la valeur d'une personne par son titre. C'est la seule leçon que je n'étais jamais sûr qu'il ait apprise. » Le vieil homme se leva et s'inclina, un roi devant une dame de compagnie. Je suis heureux de découvrir qu'il l'a mieux apprise que son professeur. Au mariage, la princesse Augusta, restaurée dans son nom complet et terrifiante en argent, tricha visiblement aux cartes avec 3 ambassadeurs. Et elle fit asseoir Betsy, importée d'Angleterre comme femme de chambre personnelle de la mariée, à côté d'elle à la table d'honneur. Le vieux Harris, le palefrenier, était là dans un nouveau manteau, ayant déclaré qu'il avait conduit mademoiselle Clara à un carrefour et qu'il la verrait jusqu'à l'autre. Et quand la couronne des princesses héritières d'Ellenberg, vieille de 500 ans, en argent des montagnes, fut posée sur la tête d'une femme qui avait autrefois mangé seule dans une cuisine, les cloches de la cathédrale sonnèrent pendant 1 heure entière. Clara ne parla que brièvement au festin de mariage. On le lui avait demandé. Elle avait refusé toute grandeur. Elle se tenait dans sa robe de mariée, la main de son mari dans la sienne, et dit ceci. « Il y a des années, devant 200 personnes, un homme a levé son verre et a dit au monde que je ne serai jamais duchesse. J'ai pensé à ces mots dans des pièces froides et chaudes, affamées et rassasiées. Et j'en suis arrivé à une conclusion. » Elle leva son propre verre et la salle vit que ses yeux brillaient et que son menton était haut. Il avait raison. Je ne suis jamais devenue duchesse. Elle regarda Stéphane. Je suis devenue quelque chose de mieux. Je suis devenue une femme qui a été aimée, avant que quiconque ne connaisse son nom. Par une vieille dame qui ne me devait rien.
par des serviteurs qui ont risqué leur place pour moi, et par un homme qui s'est agenouillé sur un sol de pierre dans un village de pêcheurs. Aucun titre ne fait cela. Seules les personnes le font. Elle leva le verre plus haut, à ceux qui nous voient quand nous sommes invisibles. Le reste, mes amis, n'est que du bruit. 200 invités se levèrent, et dans les montagnes d'Ellenberg, on dit que le toast qui suivit put être entendu à travers la vallée. 12 années passèrent. Elles passèrent comme les années passent dans les histoires qui finissent bien. Rapidement pour les heureux, et très, très lentement pour les autres. À Ellenberg, le royaume d'argent sous les montagnes, le peuple avait un nouveau sujet de conversation favori, et son nom était la princesse héritière Clara. Il l'aimait comme les gens aiment ce qui est à eux, farouchement et avec des histoires. Il racontait comment elle avait répondu au vieux roi en allemand parfait le premier jour, et comment le vieux roi, qui souriait 2 fois par an, avait souri. Il racontait comment elle allait dans les villages de montagne chaque automne, sans cérémonie, et s'asseyait dans les cuisines et écoutait. Et comment les écoles qu'elle construisait prenaient chaque enfant, les horlogers comme les bergers, parce qu'elle disait que son propre père lui avait appris qu'un esprit vif est la seule fortune que personne ne peut voler. Il racontait comment le vieux roi, dans son dernier hiver, ne laissait personne d'autre lui faire la lecture. Comment il était mort en tenant 2 mains, celles de son fils et les siennes, et comment ses derniers mots à Clara avaient été « Tu as été mon meilleur argument, mon enfant. Quand je rencontrerai ton père, j'ai l'intention de le remercier. » Stéphane fut couronné au printemps, et la femme qu'un duc avait saluée comme un rien du tout se tenait à ses côtés dans la vieille cathédrale, tandis que les cloches sonnaient à travers la vallée. Et elle devint, comme le lecteur l'a peut-être compté sur ses doigts, non pas une duchesse après tout, mais une reine. Il y eut des enfants, 3, bruyants et têtus, et échappant en permanence à leur tuteur. Ce que leur arrière-grande-tante Augusta déclara être le signe le plus saint possible. La princesse Augusta avait catégoriquement refusé de mourir, selon le calendrier de qui que ce soit. Et à 101 ans, elle trichait encore aux cartes tous les soirs. Elle apprenait aux enfants royaux à faire de même. Le monde vous trompera, mes chéris. Soyez préparés. Et elle déclara la fille aînée de Clara la menteuse la plus prometteuse de la famille. Après moi-même. Betsy, la petite Betsy des cuisines d'Ashcombe, qui avait un jour couru à travers une maison sombre de tempête pour chercher la seule personne qui pouvait aider, était maintenant Frau Elisabeth, chef de la maison de la reine, mariée à l'horloger en chef du palais, et de loin la femme la plus importante du royaume après la reine elle-même. Elle pleurait encore facilement. Certaines choses ne changent pas et ne devraient pas. Le vieux Harris, le palefrenier, avait fini ses jours dans un cottage chaleureux sur les terres du palais, responsable des chevaux retraités des écuries royales. Et il était mort content à 90 ans, insistant jusqu'à la fin qu'il avait su. Remarquez bien, dès le moment où il avait posé cette malle au carrefour. Et chaque été, la reine d'Ellenberg rentrait en Angleterre. Elle y allait discrètement, comme elle faisait la plupart des choses. Elle visitait une petite église en pierre dans une ville de pêcheurs appelée Saltmere, où un très vieux vicaire montrait à chaque visiteur la dalle exacte, madame, où un prince s'était agenouillé. Elle visitait une tombe à Ashcombe, celle de la duchesse douairière de Rexford, qui ne fut jamais en 40 ans sans fleurs fraîches, car Clara payait au village une somme fixe. Et le village, qui connaissait toute l'histoire, l'aurait fait pour rien. Ashcombe lui-même était passé à Thomas, le gentil neveu, le garçon qui avait un jour traversé une salle de bal pour inviter une femme invisible à danser. Les créanciers avaient tout pris à son oncle, mais la maison elle-même, il ne pouvait y toucher. Et Thomas, qui avait hérité d'une coquille vide, s'était marié raisonnablement, avait travaillé comme un fermier, et il avait rempli les vieilles pièces d'enfants et de chiens. Lui et Clara s'écrivaient chaque Noël. C'était le seul Rexford à qui elle écrivait jamais, car il y avait un autre Rexford encore en vie. L'homme qui avait été le duc de Rexford vivait dans un cottage à la lisière d'un village du Yorkshire, d'une petite rente qui arrivait trimestriellement d'un avocat qui ne disait jamais qui la payait. Il avait 72 ans. Il avait été très beau autrefois et très fier. Et les deux avaient suivi le chemin du domaine. Des peintures, des chevaux, des amis. Les amis étaient partis les premiers. Les amis comme les siens le font toujours. Ils avaient disparu en une seule saison, comme des hirondelles.
L'été où les journaux en eurent fini avec lui. Ses clubs avaient retiré son nom. Sa maîtresse avait épousé un brasseur. Croft, gracié grâce à sa confession, avait fini ses jours respectablement comme marguillier, de toutes choses, et on disait qu'il priait pour son ancien maître chaque dimanche. Ce que l'ancien maître, s'il l'avait su, aurait trouvé la plus profonde insulte de toutes. Pendant quelques années, il avait raconté son histoire à quiconque voulait l'écouter dans la taverne du village. La vraie histoire, disait-il, dans laquelle il était la victime. Mais le village recevait aussi les journaux de Londres, et au bout d'un moment, il cessa de la raconter, car il pouvait voir sur leur visage qu'ils savaient. Et pire que de savoir, qu'ils le plaignaient. Le mépris, il aurait pu le supporter. La pitié était le seul vin qu'il n'avait jamais appris à avaler. Alors il devint silencieux, vieux et petit. Il gardait une seule servante, une femme sourde du village, qui cuisinait ses repas et ne l'écoutait pas. Ce qui leur convenait à tous les deux. Il lisait les journaux. Il ne pouvait s'en empêcher. Et ainsi, il avait suivi, année après année, dans des paragraphes qui ne savaient jamais qu'il les lisait, l'ascension et l'ascension d'une femme qu'il avait un jour saluée devant 200 personnes. Dame de compagnie, fiancée, princesse, reine. Il se disait qu'il ne ressentait rien. Il s'était dit des choses toute sa vie et avait été cru. Mais les nuits d'hiver, quand le vent descendait des landes et que le feu faiblissait, le vieil homme s'asseyait parfois très immobile dans son fauteuil. Et la pièce autour de lui se remplissait d'une salle de bal, de bougies, de musique, de 200 visages rieurs. Et il entendait sa propre voix, jeune et sûre, et satisfaite d'elle-même, prononcer les 14 mots qui l'avaient suivi, exactement comme promis, jusqu'au bord de sa tombe. Elle ne sera jamais duchesse. Elle ne sera jamais rien du tout. Il avait passé 12 ans à apprendre ce que chaque homme ruiné apprend trop tard. Que les mots que nous jetons aux autres sont des boomerangs. Et plus le lancer est fort, plus le retour est précis. L'enveloppe arriva le jour le plus froid de décembre. Il connaissait les jours les plus froids maintenant. Ses os tenaient le calendrier. La femme sourde l'apporta avec le pain. Et il faillit ne pas l'ouvrir, car les enveloppes avaient signifié des créanciers pendant si longtemps que ses mains tremblaient encore à la vue d'une seule. 12 ans après que la dernière dette fut saisie et réglée. Mais cette enveloppe était lourde, de couleur crème, et scellée avec de la cire bleu foncé. Et pressée dans la cire se trouvait une tour d'argent. Le vieil homme s'assit lentement près de son petit feu, et il mit longtemps avant de briser le seau. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre. Il y avait 2 choses. La première, il la reconnut avant que ses yeux ne l'aient entièrement comprise, et son souffle se coupa comme s'il avait été frappé. C'était une chevalière, une bague de gentilhomme, en vieil or, usée, lisse. Et gravé dessus se trouvait un blason qu'il avait vu pour la dernière fois il y a 40 ans, sur des documents dont il avait été témoin à 25 ans avec un sourire aux lèvres. Le blason de Richard Hartwell. La bague avait été vendue, bien sûr, avec tout le reste. Vendu et fendu, avait-il toujours supposé, comme tout ce que cet homme possédait, comme l'homme lui-même. Quelqu'un avait passé des années à la retrouver. Quelqu'un l'avait rachetée. Et quelqu'un l'avait envoyée, à garder, envoyée à la dernière personne sur Terre ayant une raison d'être hantée par elle. La deuxième chose était une petite carte. Et dessus, d'une écriture forte et claire, se trouvaient 2 lignes. « Je vous ai pardonné il y a longtemps, non pas pour vous, mais parce que la haine est une dette qui se perçoit auprès de la mauvaise personne. Mon père m'a appris cela. Vous l'avez connu autrefois. » Et en dessous, là où serait une signature, pas de titre, pas de couronne, pas de fioriture. Juste Clara. Le vieil homme resta assis près de son feu, avec la bague dans une main et la carte dans l'autre pendant très longtemps. La femme sourde, entrant au crépuscule pour allumer la lampe, le trouva toujours là. Et elle dirait plus tard en signe à sa sœur que le vieux gentilhomme avait pleuré doucement, de la manière dont pleurent les hommes qui n'en ont plus l'habitude, et qu'il n'avait pas l'air détruit. Il avait l'air, dit-elle, d'un homme qu'on avait enfin autorisé à poser quelque chose. Il vécut encore 2 hivers. Et le village nota, car les villages notent tout, que durant ces 2 dernières années, le vieil homme était différent, plus silencieux, plus doux, presque courtois. Il donnait son journal à la taverne quand il l'avait fini. Il touchait son chapeau aux femmes. Son dernier dimanche, il alla à l'église. Il s'assit au dernier rang, là où s'assoient les gens invisibles. Et quand la quête passa, il y mit une chevalière en or,
ce qui causa une confusion considérable au vicaire, et finit par payer le toit de l'église. Il fut enterré dans le cimetière du village, sous une simple pierre, avec seulement son nom. Le nom, rien d'autre, pas de titre, car les titres étaient tous retournés à des étrangers. Presque personne ne vint. Mais au printemps suivant, et chaque printemps après, des fleurs apparurent sur cette simple pierre aussi. Envoyées par le même arrangement permanent, de la même source discrète qui gardait la tombe d'une vieille duchesse brillante à Ashcombe. Le village n'apprit jamais qui les payait. La reine d'Ellenberg, elle, le savait. Son père le lui avait appris il y a longtemps, dans une maison pleine de livres et de rires, avant que le monde ne montre les dents. Construise, ma fille, ne brûle pas. Elle avait construit. Et nous terminons donc là où nous avons commencé, par la nuit la plus froide d'un décembre lointain. Quand un homme fier leva son verre devant 200 invités et fit la seule prophétie de sa vie qui se soit jamais réalisée. Mademoiselle Hartwell ne sera jamais duchesse. Il avait raison. Accordons-lui au moins cela. Même les pires prophètes touchent la cible une fois. Elle ne fut jamais duchesse, pas un seul jour. Elle fut une dame de compagnie qui tint la main d'une vieille dame mourante. Une infirmière qui combattit une fièvre à travers une tempête de neige pour un étranger. Une servante renvoyée qui marcha jusqu'à un carrefour la tête haute. Une enseignante pour les filles d'un capitaine de port. Une épouse gagnée sur le sol de pierre d'une église de village de pêcheurs. Une mère, une bâtisseuse d'école. Une gardienne de tombe, y compris, à la fin, celle de ses ennemis. Une reine, oui, mais c'était le plus petit de ses titres. Et elle le savait, ce qui était précisément la raison pour laquelle elle le méritait. Car la vieille dame d'Ashcombe avait eu raison depuis le début. Dans cette pièce éclairée par le feu, des années avant que le monde ne rattrape son retard, on peut mesurer chaque personne vivante à la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui donner. À cette mesure, la seule qui ait jamais compté, dans les palais ou dans les cuisines, Clara était devenue quelque chose de mieux.